long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour à tous, bienvenue dans un podcast un peu spécial WNBA. Vous nous dites parfois dans les commentaires qu'on passe pas assez de temps sur les résultats de la WNBA. Les playoffs ont lieu en ce moment même, c'est les finales même, et c'est pour ça qu'on va faire une preview à ce sujet. Donc puisque vous trouvez que c'est trop court, on va faire un peu plus long, en détail, sur les finales WNBA qui vont commencer dans la nuit de jeudi à vendredi. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez ça, mais on va un peu décortiquer tout ça, et pour ce faire, je suis rejoint par celui qui est ma référence, Gis la science, Gis la bible du basket féminin. Vous avez déjà pu écouter et regarder lorsqu'on avait fait les previews de NCAW. Gis, comment ça va ? Bah écoute, ça va et toi ? Très bien, la nuit a été courte avec la demi-finale, puisqu'on enregistre ça dans la foulée du Game 5 entre les Minnesota Lynx et le Connecticut Sun. Je sais que pour toi aussi la nuit a été courte et que l'enchaînement n'est pas simple, mais on va pas se laisser embêter par quelques petites nuits courtes, n'est-ce pas ? Non, puis on a une belle finale en plus qui se propage. Très belle finale entre les Minnesota Lynx et le New York Liberty. Finale, on peut commencer déjà par dire que honnêtement, quand on avait fait des previews, parce que Gis, que vous connaissez peut-être de Swish Swish, avec lequel on discute de WNBA tout au long de la saison, on écrit sur la WNBA aussi ensemble. Dans nos prévisions de début de saison, c'est pas forcément la finale sur laquelle on aurait misé le plus, je pense. New York, oui, probablement, on avait plutôt de bons espoirs pour New York. Pour Minnesota, par contre, honnêtement, c'est quand même une grosse surprise. Enfin, à moins que tu m'avoues aujourd'hui que t'avais misé, t'étais allé voir ton bookmaker à Las Vegas pour miser la maison et les économies dessus. Je pense que c'est quand même une grosse surprise pour toi aussi. Ouais, en fait, nous, je crois qu'on les avait mis 8e, il me semble. Sur nos previews de saison régulière, elles ont fini 2e. Ouais. Et il me semble sur l'ensemble des previews, et notamment sur ESPN, parce que en termes basket féminin, c'est quand même majoritairement le seul média qui couvre le plus. C'est pareil, c'était 8-9e. C'est ce qu'elles avaient. Elles avaient fini 7e la saison dernière, avec un bilan dans le négatif, 19 victoires, 21 défaites, je crois, l'année dernière. Ouais. Et là, cette année, elles ont parfaitement roulé sur la saison régulière. Elles ont été très impressionnantes avec un bon recrutement. Pas forcément des joueuses très flashy, on va y revenir sans doute tout à l'heure sur l'effectif, mais c'est hyper complet, hyper collectif et très impressionnant. Et puis autour d'une joueuse qui est... On va en parler aussi, évidemment. Je sais qu'il y a depuis quelques temps, on dit qu'elle est peut-être top 3 mondial, mais en fait là, peut-être qu'elle est en train de régler le game aussi là-dessus. Donc, bon, on verra comment ça finit, mais là, elle est très très impressionnante. On va évidemment parler d'elle. Les gens qui se sont remis à suivre, mais qui suivaient peut-être un peu avant, doivent se dire que c'est normal de voir Minnesota en finale parce que y a eu une dynastie qu'on connaît bien avec Maya Moore et compagnie qui a gagné 4 titres sur plusieurs années étalées. Mais depuis 2017, les Lynx étaient sur du mitigé, de l'irrégulier. Il n'y a plus de participation au finale depuis 2017, donc ça commence à remonter. Et donc ça peut paraître acquis parce que c'est un nom bien connu de la WNBA. Mais tu le disais, c'est une équipe qui était généralement attendue à la 8e, 9e place sur 12. Il faut rappeler qu'il n'y a que 12 équipes en saison régulière. Donc c'est une équipe qu'on imaginait borderline playoff, Donc c'était pas sûr du tout. Et c'est pour ça qu'on va revenir un peu sur le parcours des deux équipes. Je te propose pour un peu mieux les connaître. Pour Minnesota, donc, on va commencer par les Lynx vu qu'on était sur leur cas. Donc 2e de saison régulière après avoir déjoué les pronostics, avoir été constamment en haut. Il n'y a pas eu un sprint final incroyable pour décrocher la 2e place. C'est une équipe qui a été régulière tout au long de la saison et qui s'est basée, comme tu l'as dit, sur un excellent collectif avec une individualité, celle de Napheesa Collier, qui a été même encore plus forte que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et ça donne cette équipe qui arrive en play-off avec l'étiquette d'outsider, on peut le dire, qui se promène au premier tour contre Phoenix. 2-0. Donc déjà, on était sur quelque chose de plutôt attendu. On savait que Phoenix n'était pas l'équipe la plus dangereuse malgré un roster un peu clinquant. Et derrière, cette demi-finale qui vient seulement de s'achever contre le Connecticut Sun, une équipe très expérimentée, très dure au mal, très défensive. Et pourtant, Minnesota a encore
passer l'obstacle. Donc, qu'est-ce que tu penses qui est important de retenir de ces playoffs des Lynx? Est-ce que c'était conforme à ce à quoi tu t'attendais après la saison régulière qu'elles avaient fait? Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, par rapport à ce que tu disais, comme elles arrivaient en outsider, je pense qu'elles ont joué sans pression pendant tous les playoffs et je pense que ça a joué beaucoup. Personne ne les attendait là. Elles ont fait une super régulière. Même en playoff, beaucoup de monde pensait qu'elles allaient peut-être pas passer Phoenix, qu'elles allaient peut-être pas passer le Sun. Et au final, elles ont produit tout ce qu'elles ont fait toute la saison. Et il y a peu d'équipes qui ont trouvé de solutions sur cette équipe, même en face, quand on va parler de New York, on va en parler tout à l'heure. Donc non, moi je suis pas surpris. Bon, moi personnellement, je pensais que le Sun allait passer. Mon prono, c'était 3 victoires à 2. Hein. Ça s'est joué au Game 5 quand même. Ça a été très serré. Hein. Ça a été une série très très difficile, très physique, avec des bonnes attaques hein, quand même, mais avec beaucoup d'intensité physique. Donc je pensais que le Sun, sur l'expérience, parce que c'est une équipe plus expérimentée, allait passer. Et au final, sur le Game 5, on l'a vu cette nuit, j'ai trouvé le Sun qui manquait de jus physique, ce qui m'a assez surpris d'ailleurs, parce que quand on connaît l'identité de cette équipe, mais il y a des joueuses plus âgées aussi, peut-être que ça a joué. Et voilà, et puis comme tu disais, avec Nafisa Collier, c'est une joueuse à part. Et la meilleure joueuse, en fait, je sais que vous faites beaucoup cette analogie-là en NBA, et c'est vrai d'ailleurs. Et c'est vrai sur le premier tour de Phoenix et donc la demi-finale contre le Sun. La meilleure joueuse à chaque fois de la série, c'était Nafisa Collier. Et de très loin. Et donc, ça a suffi pour passer les obstacles. C'est la première joueuse de l'histoire des playoffs qui fait 3 matchs de suite à au moins 25 points et 10 rebonds. Voilà. Elle a été à un niveau incroyable. On en reparlera après parce qu'on fera un petit focus sur elle et sur une autre joueuse du New York Liberty. Mais ouais, cette équipe de Minnesota, moi, elle m'a enchanté pendant la saison. C'est pas le basket ultra chaud, ultra spectacle, tout ça, mais par contre, grosse efficacité, beaucoup d'altruisme, et ça forcément on aime bien. Moi j'aime aussi le Sun parce que c'est une équipe que j'estime altruiste, avec une joueuse majeure qui est très dans la passe et le partage avec les autres. Et Minnesota, ça a été ça toute la saison en fait. Il y a des joueuses qui se sont pas révélées, mais qui sont même revenues un peu au premier plan. Kayla McBride, que j'imaginais un peu sur le déclin par exemple, qui était une All-Star avant quand même à Las Vegas, qui est devenue... qui a montré un niveau défensif très très élevé, qui se remet à mettre des points. Là, elle a mis 19 points au Game 5. Grosse surprise, Courtney Williams aussi pour moi, parce que tu sais, on en a beaucoup parlé. C'est pas forcément une joueuse que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est un peu imprévisible, ce que les gens aiment parfois. Hein. C'est une joueuse très très douée en attaque notamment. Elle a beaucoup de personnalité, mais c'est une joueuse que j'estimais pas forcément très fiable. Et là, avec Minnesota, avec Cheryl Reeve, c'est du régal. Et ça me permet de parler de Cheryl Reeve pour parler de cette saison-là, parce qu'elle a quand même été élue coach de l'année. Ça a été l'un des trophées récoltés par les Lynx cette saison, avec celui de Defensive Player of the Year pour Nafisa Collier. On parlera après peut-être des autres auxquels elle aurait pu prétendre. Mais oui, Cheryl Reeve, qui est une légende du coaching, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était la coach de la dynastie des Lynx. Ça fait des années qu'elle est là. Il y a souvent une analogie avec Greg Popovich parce que il y a ce côté dynastie, construction patiente avec des joueurs établis qu'elle connaît, des joueuses établies qu'elle connaît très bien. Et là, cette année, même avec Cheryl Reeve, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi bien classée, honnêtement. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'elle ait réussi à créer cette alchimie entre les joueuses et en s'appuyant évidemment sur une joueuse comme Nafisa Collier, dont on parlera après. Je te propose qu'on parle du parcours de New York, Gis. New York, c'est une équipe, évidemment qu'on les attendait au rendez-vous parce que c'était un peu le titre ou rien, vu la manière dont s'est construite cette équipe. Parce que c'est un peu ça l'idée en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un super collectif à Minnesota, avec une individualité qui s'est avérée être incroyable, contre une super team dans le sens construction d'équipe un peu à grand renfort de millions et de notoriété pour New York. C'est un marché qui attire forcément. Et donc ces dernières années, il y a eu Brianna Stewart, Jonquel Jones, Courtney Vandersloot, pour ne citer qu'elle, et ça n'a pas fonctionné la saison dernière. Enfin, elles sont allées jusqu'en finale, donc de ce côté-là, on peut dire que ça a fonctionné, mais il y avait des choses qui ont fait que Vegas était quand même assez nettement au-dessus. Cette saison, New York a été au rendez-vous en faisant les ajustements, les adaptations dans le jeu, de la part de la coach Sandy Brondello, qui n'est pas née de la dernière pluie non plus, hein, qui a remporté le titre avec Phoenix par le passé. Il y a eu les adaptations nécessaires et il y a eu moi j'ai trouvé une sérénité pendant la saison qui a donné beaucoup de confiance.
et qui a permis d'optimiser ce roster qui est incroyable sur le papier, honnêtement. Il y a du Hall of Fame dans tous les sens, des anciennes MVP, peut-être des futurs MVP, on ne sait pas. Voilà. Et donc première de saison régulière, et par la suite, ça a été plutôt tranquille en play-off finalement. Est-ce qu'à un moment, tu as eu quelques inquiétudes pour New York, notamment contre Atlanta, premier tour, c'était une équipe qualifiée à l'arrache, donc il n'y avait pas trop d'inquiétudes. Mais là, par exemple, là, sur la série contre Vegas, je sais que tu faisais partie des gens qui n'avaient pas trop d'inquiétudes pour New York, et ça s'est reflété dans ton pronostic d'ailleurs. Ouais, non, le premier tour contre Atlanta, bon, c'est un premier contre huitième avec le Liberty qui a perdu que 6 matchs dans la saison. Voilà, ça a déroulé. Ça a fait 2-0, même si Atlanta a plutôt été bon dans les matchs, mais c'est trop en dessous, quoi. Il y avait trop d'écart, hein. Bon, 1-8 en même temps, on connaît quand même les écarts de niveau qu'il peut y avoir, encore plus dans la WNBA quand il y a que 12 équipes, hein. Voilà. Et puis après contre Vegas, moi non, j'ai pas été inquiet. Je sais que le traitement médiatique, notamment aux États-Unis, était très autour de Vegas parce que c'était les doubles champions en titre. Mais ce que je trouvais pas bon dans l'analyse, c'est que les gens oubliaient de ce qui s'est passé dans la saison régulière. Vegas a été inconstant toute la saison, a perdu ses 3 rencontres de saison régulière contre New York avec 3 scores fleuves en plus. Enfin, vraiment une grosse domination. Les écarts au final sont pas énormes dans les matchs, mais en voyant les matchs, il y avait vraiment beaucoup d'écarts dans le jeu. Donc en fait, on a vu ça. Alors, Vegas a réussi à se battre sur un match. Oui, bon, il y avait 2-0. Bon, je pense que voilà, je suis pas sûr que New York fait ce match-là s'il y a la série, il y a un partout en fait, tu vois, au game 3, voilà, il y avait 2-0, tu savais qu'il y avait encore 3 matchs derrière, dont encore un à New York. Bon voilà, je pense qu'elles ont un peu laissé couler le match 3 et puis elles ont mis le couvercle sur le match 4 et bon, il n'y a pas eu photo, quoi. Cette équipe, de toute façon, elle est très forte, comme tu le disais sur le papier, c'est une constellation de stars, d'anciennes MVP, comme tu disais, etc., avec peut-être une des top 3 meilleures joueuses au monde, Breanna Stewart, quoi. Donc il n'y avait aucun doute. L'année dernière, elles perdent notamment sur des questions tactiques. C'est parce qu'elles ont eu du mal à mettre en place la hiérarchie. Elles ont eu du mal. On a forcé un peu à vouloir mettre le 5 de star à tout prix. Et on a vu que ce 5 de star contre les très bonnes équipes avec de l'analyse tactique, ça ne marchait pas parce qu'il y avait notamment des problèmes défensifs. Et cette année, en fait, comme tu disais, les adaptations étaient bonnes. Elles ont redessiner leur 5 et notamment en playoff, elles ont évolué leur jeu déjà en cours de saison, elles ont essayé des choses. Moi, c'est ce que j'avais trouvé problématique l'année dernière, c'est qu'elles jouaient toujours de la même façon et elles gagnaient des matchs sur le talent, mais elles essayaient rien. Cette année, elles ont essayé des choses, elles ont mis Courtney Vandersloot plus sur le banc, etc. pour finalement la sortir en fait du 5 majeur en playoff, alors qu'elle n'avait jamais été sortie du 5 de la saison, à part sur quelques petites périodes où elle a été blessée ou absente. Donc les adaptations étaient faites, le plan de jeu était bon. Et puis on a vu que Vegas était simplement pas assez fort contre cette équipe qui, quand elle ne donne pas de points de faiblesse tactique, est très très compliquée à battre, quoi. C'est clair. Et notamment pour Vegas, parce que je pense que Vegas n'a pas vraiment les armes pour embêter New York, quoi. En tout cas, le Vegas de cette année, notamment offensivement, parce que c'est une équipe New York qui marque beaucoup, et Vegas cette année a été relativement assez compliqué leur attaque, hein. D'ailleurs, dans le Game 4, elles ne mettent que 65 points en 40 minutes. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais ces équipes-là, elles attaquent mal. » Mais au final, Vegas, c'était des fortes joueuses offensives, mais 65 points dans un match 4 contre la défense de New York, qui n'est pas la meilleure défense de la ligue, c'est pas terrible. Donc, non, j'ai pas été surpris. Moi, je pensais même que ça pourrait faire 3-0. Bon, après, voilà, on sait, hein, toujours un peu, les joueuses, elles se sont révoltées un peu à 2-0, elles ont gagné le match. Mais, et d'ailleurs, le match qu'elles gagnent, elles mettent 95 points à Vegas. Donc, c'est pas un hasard non plus, elles ont réussi à scorer. Et tous les autres matchs, en fait, c'est des petits scorings et New York les a explosés, quoi. Donc, non, je suis pas très surpris de voir le parcours et de voir New York en finale. Ouais, t'as raison, il y a eu une forme de logique par rapport à ce qu'on avait vu en saison régulière. Il y a eu tous les petits ajustements qui paraissent pas très importants, mais qu'ils sont... tu vois, la présence de Léonie Fibisch, l'allemande, qui est arrivée cette année, sur le plan défensif notamment, et dans le Lyon, dans le jeu, ça a fait une différence quand même importante. La manière d'utiliser un peu différemment les joueuses. Et après, il faut rappeler que sur le papier, pour les gens qui suivent que de loin, c'est-à-dire que sur le papier, vous avez Breanna Stewart qui est une multiple
MVP multiple championne WNBA, Jonquel Jones qui est une MVP, qui est tout le temps qui a déjà été dans des classements de meilleure défense et des compagnies, qui a des All NBA teams dans tous les sens. Betnadja Elaini qui est une All-Star, qui est une des meilleures joueuses défensives aussi dans son registre. Courtney Vandersloot, c'est une des meilleures passeuses de tous les temps en WNBA. Et la force de frappe plus les ajustements qui ont été faits, c'est tout simplement trop compliqué si en face il n'y a pas quelque chose de bien établi et bien confiant, comme peut-être le seront les Lynx en finale. C'est ce qu'on leur souhaite, parce que c'est intéressant. On va passer à une autre partie. C'est que beaucoup de gens, comme tu le disais, pensent que la finale est déjà pliée, que New York, avec un peu plus de repos, un peu plus de talent, va plier l'affaire, et que les Lynx vont servir de faire valoir. Ce avec quoi je ne suis pas spécialement d'accord, mais on va se demander un peu qu'est-ce qui fait que New York est aussi favori et qu'est-ce qui fait que Minnesota peut gagner. Donc, pour New York, je pense qu'on peut quand même donc mettre en avant tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le casting qui est incroyable, plus la saison régulière très réussie, et le fait d'avoir psychologiquement battu Las Vegas, ça les met dans une position extrêmement confortable. Qu'est-ce qui fait selon toi que, si on se met dans la position de quelqu'un qui pense vraiment que New York va gagner, tu nous diras après si c'est ton cas, qu'est-ce qui fait que New York est vraiment grand favori à tes yeux? Tu l'as dit, je pense que déjà le talent de l'effectif, y a vraiment pas photo. C'est un effectif hyper profond, hein. Même sur le banc, hein, c'est très fort, hein. Il y a de la rotation partout. Il y a des joueuses, alors qui sont forcément pas connues trop du grand public, mais des joueuses comme Carla Santon qui savent défendre, mettre des trois. C'est très complet. Il y a une multitude d'options de jeu qui se présentent à New York. Il y a aussi un point, je pense, qui est important, au-delà de la confiance et tout, et tu as raison, parce qu'elles ont emmagasiné de la confiance forcément en battant Vegas, une équipe qu'elles n'arrivaient pas l'année dernière à battre, quoi. Donc, il y a aussi le côté expérience, hein. Il y a une multitude, il y a beaucoup plus d'expérience là dans l'effectif de New York que des Lynx, en tout cas à ce niveau-là. Parce que Breanna Stewart est déjà une double championne de WNBA, Courtney Vandersloot est déjà une championne de WNBA, Jonquel Jones a fait des finales de WNBA, voilà, donc et puis Sabrina Ionescu, même si c'est une jeune joueuse et c'est son premier, elle a fait une finale aussi l'année dernière, qui était son premier gros parcours de playoff, mais c'est aussi une joueuse qui est quand même habituée aux grands rendez-vous. On l'a vu à la fac, qu'adore en plus ces moments-là. Bon, on va peut-être en reparler plus tard, mais voilà, donc c'est une équipe très forte et très expérimentée. Donc, je pense qu'il y a tout ça à mettre en avant, et puis voilà, il y a la possibilité, enfin, il faut se rendre compte, Jonquel Jones, c'est une ancienne MVP de la ligue, et des fois, elle fait juste prendre des rebonds et mettre 10 points dans le match parce que C'est clair. c'est du partage de balles. Donc, l'avantage aussi qu'il y a à New York, c'est que s'il y a une joueuse qui passe au travers, ils trouveront une deuxième joueuse. Il faudrait que vraiment que tout le monde passe au travers, quoi. Un Pour peu, que vraiment que, voilà. un peu façon Team USA contre l'équipe de France, que tout le monde vraiment passe au travers en Ouais, finale, voilà, et que ouais. ce serait un peu ça, ouais. Et à contrario, qu'est-ce qui fait, et là je sais que tu as des arguments aussi, que les Lynx peuvent gagner, ou en tout cas peuvent rendre la série très très serrée, alors que peu de monde finalement s'attendent à autre chose qu'une victoire assez large de New York? Alors, là, je vais me baser un peu sur la saison régulière. Déjà, il faut savoir qu'en saison régulière, il y a eu 4 matchs entre les 2 équipes, et Minnesota a gagné 3 fois et n'a perdu qu'une seule fois. Donc c'est différent en playoff, mais bon, ça veut dire quand même que l'équipe tactiquement et dans le rapport de force a des moyens de battre l'équipe. Et ça, je pense que ça peut jouer quand même. D'ailleurs, je pense que New York aurait préféré jouer le Sun en finale que Minnesota. Mais c'est une autre marque. Donc, où elles sont très fortes, Minnesota, c'est comme tu l'as dit, c'est le collectif. Et c'est surtout que c'est la meilleure défense de la ligue cette saison. Et c'est une attaque en plus qui est, par leur jeu collectif, excellente. Et moi, je pense que Minnesota peut le faire par ce côté-là. New York est une équipe défensive, on va dire moyenne, parce qu'elles ont plutôt du talent offensif. Et en plus, comme il y a beaucoup de joueuses de grand talent, bon, ça ne fait pas toujours les efforts, quoi. En tout cas, chez certaines stars, quoi. Alors que chez Minnesota, il n'y a pas du tout cet aspect-là. C'est une énorme défense. Donc, je pense qu'elles vont vraiment embêter New York défensivement. Et à l'inverse, par exemple, du Sun, tu vois, Minnesota est une équipe qui est capable de tenir les grosses périodes de surchauffe en attaque que peut faire le Liberty. Parce que New York peut mettre 30 points en 7 minutes, hein, tellement il y a de talent. Mais les Lynx ont prouvé cette année que leur attaque, leur jeu collectif, leur fait de toujours faire les bonnes lectures de jeu, de toujours se passer le ballon, de toujours être en mouvement, elles peuvent tenir ce rythme offensif.
Et donc, c'est pour ça que je pense que la série va être très serrée et beaucoup plus serrée, à mon avis, que beaucoup de suiveurs, notamment américains, pensent. C'est parce que je vois mal New York arriver à embêter défensivement Minnesota. Par contre, je vois parfaitement Minnesota embêter New York défensivement. Donc c'est là que le rapport de force, on se retrouve toujours sur les match-up. Hein. Je pensais que, moi personnellement, que le Sun serait une match-up très difficile pour Minnesota. Et à l'inverse, je pensais que le Sun était une match-up pas du tout difficile pour New York. Et voilà, on se retrouve toujours ce qu'on voit aussi en NBA, hein, ce qu'on a vu avec, par exemple, les Wolves l'année dernière avec Denver. Voilà, les Wolves avaient l'équipe pour battre Denver et je pense que par contre Dallas aurait eu beaucoup plus de mal à battre Denver en finale de conf. Voilà, c'est des questions de match-up. Donc, on va voir, mais moi, je pense qu'elles ont vraiment, vraiment une carte à jouer, quoi. Et en plus, par rapport à ce que je disais au début, il n'y a pas de pression sur les Lynx. Tout le monde les mettait 8, 9e, elles ont fait 2e de saison régulière, elles sont en finale. Elles ont une équipe jeune. Donc, voilà, alors que New York, tu as construit une équipe l'année dernière comme ça, tu perds l'année dernière. La pression n'est pas du tout la même. Dernière, et cette année, elles y retournent, elles battent les championnes en titre. Si là, ça échoue, mais le projet, il peut... Enfin, ça peut partir en cacahuète. Il y aura des histoires de contrats et tout ça aussi qui vont entrer en ligne de compte, forcément. Sûr. Et la pression, on ne se rend pas compte, mais la ville de New York, alors évidemment qu'il y a moins de monde au match du Liberty qu'au match des Knicks. C'est plein quand même. C'est plein à chaque fois, voilà, mais évidemment qu'il y a moins de pression médiatique, mais quand même à leur échelle. Et c'est grandissant, parce que vous avez tous constaté que la WNBA était de plus en plus médiatisée, de plus en plus suivie. À leur échelle, c'est beaucoup de pression, et elles ont rejoint ce projet-là justement pour gagner, et pour être l'équipe qui fait gagner un titre à New York. Parce qu'il faut le dire, le Liberty n'a jamais gagné le titre en WNBA, alors que c'est une des équipes les plus anciennes. Donc il y a une vraie pression, et le front office l'a bien fait comprendre. Hein, les moyens ont été mis, et il faut qu'il y ait du résultat. A contrario, Minnesota, tu as raison, il y a le côté, pas insouciant, mais... Je pense que quand tu as une coach comme Cheryl Reeve, c'est pareil. Si je refais l'analogie en NBA, si demain Greg Popovich se retrouve en finale à NBA, il va pas juste dire aux gars c'est pas grave, c'était bien, on est arrivé jusque-là, on se contentera de la 2e place. Il y aura forcément des choses, et elle a une expérience sans commune mesure avec toutes les autres coachs de WNBA en activité. Donc moi aussi, on verra dans notre pronostic tout à l'heure, mais moi aussi je pense que ce sera beaucoup moins facile que ce qu'il n'y paraît, et que ce mix de pression et les match-ups qui sont pas si favorables que ça vont en tout cas donner une série super, super agréable à regarder, et plus incertaine qu'il n'y paraît. Pour ce faire, pour qu'il y ait une série qui soit serrée comme on l'espère, il faut que les joueuses clés soient au rendez-vous, évidemment. Et donc je voulais qu'on parle d'une joueuse clé de chaque côté. On va commencer peut-être avec... on va revenir sur Minnesota, parce qu'on parlait beaucoup de Napheesa Collier déjà en intro. Napheesa Collier qui a été dauphine de Deja Wilson pour le titre de MVP, malheureusement sans avoir le moindre vote, enfin la moindre première place de la part des votants. On en avait discuté pas mal ensemble, et même avec Antoine dans un CQFR, on en avait discuté aussi, mais c'est un peu contrariant, parce qu'elle a été absolument phénoménale, et ça n'enlève rien à Deja Wilson, mais je trouvais ça un peu injuste qu'elle n'ait pas le moindre voix, alors qu'elle a été l'incarnation de la valuability et incroyable des deux côtés du terrain. D'ailleurs, elle a été élue Defensive Player of the Year dans la foulée, pour un peu en lot de consolation, je pense, et pour compenser peut-être cette déception de ne pas avoir été soit MVP, soit au moins dans la course qui a un peu de suspense. Mais Napheesa Collier, donc, pour les gens qui ne la connaissent pas bien, passée par UConn, évidemment, 28 ans, elle a fait un début de carrière remarquable déjà, sans être forcément la plus attendue des joueuses sorties de UConn, parce qu'on sait que les joueuses qui arrivent... Qui ont eu la chance d'être coachées par Gino Auriemma arrivent avec beaucoup de pression, beaucoup d'attentes en général. Napheesa Collier, c'est pas celle qui était la plus attendue, mais elle a immédiatement montré beaucoup de maturité dans son jeu, beaucoup de talent des deux côtés du terrain. Au moment où elle commençait à monter en régime vraiment, elle a interrompu sa carrière pour devenir maman. Et beaucoup de joueuses ont un peu de mal parfois à revenir tout de suite à leur meilleur niveau. Napheesa Collier, c'est pas seulement qu'elle est revenue à son meilleur niveau, c'est qu'elle est devenue encore plus forte que ce qu'elle était. Donc c'est une joueuse incroyable. En Europe aussi, elle est extrêmement forte. On a eu la chance de la voir pendant un bout de saison à Montpellier. Et à l'époque, elle n'était pas aussi connue et médiatisée.
Voilà, c'est une joueuse incroyable qui est sur la pente ascendante, on peut dire qu'elle entre dans son prime si on veut si on veut prendre le schéma traditionnel. Qu'est-ce que alors je sais ce que tu en penses, hein, mais qu'est-ce que tu penses de Nafisa Collier et comment tu la situes là dans cette série par rapport notamment aux superstars adverses parce qu'elles sont plusieurs. Comment tu la situes et quel impact tu lui vois dans cette finale WNBA? Alors, bah, cette saison, je pense que déjà, c'est la meilleure joueuse des playoffs de cette saison, et à mon avis, d'assez loin. Bah justement, c'est la grande question. Et moi, je suis en train de me demander si, même devant toutes les stars en face, si c'est déjà pas la meilleure joueuse en fait sur le terrain, et si ça va pas être la meilleure joueuse. Et je pense qu'il faudra qu'elle soit très très forte, qu'elle soit au niveau qu'elle est depuis le début des playoffs pour battre New York. Juste un petit point stat quand même, parce que c'est quand même assez impressionnant sur les playoffs. Donc, c'est des stats sur 40 minutes, hein, par rapport à ceux qui sont habitués sur 48 minutes, hein, en NBA. Donc, il faut ramener sur 40 minutes. Elle est à 27 points de moyenne, 10 rebonds, 4 passes, une interception, 2 contres. Et les pourcentages, 55% au tir, 45% à 3 points, 88% au lancer. Donc, elle est presque en 50, 40, 90 sur les playoffs. C'est juste complètement incroyable. Et comme tu disais, dominante des deux côtés du terrain. C'est une joueuse qui rechigne pas. Et en plus, ce que je trouve très très fort chez elle, c'est qu'elle a pas, enfin, c'est l'anti-star, quoi. Tu vois, elle a pas le côté flashy de la star. Par contre, tout est propre, quoi. Tu sais, ça fait un peu, bon, j'aime pas les analogies comme ça, mais tu sais, des fois, ça fait un peu Jokic, quoi. Il se pointe, des fois, pas trop d'allure, et puis, en fait, il va te détruire, et puis voilà, quoi. Donc, voilà, elle est pas hyper médiatisée, c'est pas la joueuse qui parle beaucoup, mais par contre, c'est une leader énorme sur le terrain. Les lectures de jeu, enfin, si honnêtement vous écoutez ce podcast et ça vous donne envie de regarder la finale, j'espère que ça vous donnera à regarder. Regardez les lectures de jeu qu'elle a, elle est incroyable. Il y a presque jamais de mauvais choix. Jamais, jamais, jamais. Ça ressort toujours au bon endroit. Alors bien sûr, après, elle manque des tirs, hein, forcément, ça c'est normal, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Donc on va voir, mais je pense il faudra qu'elle soit à ce niveau-là, mais encore une fois, je vois pas pourquoi elle n'a pas pu le produire depuis le début, depuis la saison de façon globale, puisque moi ça aurait été ma MVP, hein, personnellement. Euh, et puis plus sur ce début de playoff. Et je pense en plus qu'elle a produit ces stats-là contre le Sun, qui est une énorme meilleure défense que New York, et qui l'a vraiment embêté, important, hein, mais elle a quand même réussi à passer le step. Et je pense que contre New York, elle sera moins gênée, en tout cas en attaque, parce que voilà, New York la défendra sans doute de façon moins forte. Par contre, elle en aura peut-être un peu plus à produire en défense. Ouais. Notamment si elle défend sur Breanna Stewart, parce qu'il y a quand même de grandes chances que ça soit l'opposition. Et à mon avis, cette opposition, la joueuse qui gagnera cette opposition, je ne parle pas forcément la meilleure joueuse, hein, de toutes les équipes, parce que ce n'est pas forcément les joueuses qu'on va parler de New York, mais la joueuse qui gagnera cette opposition, qui sortira le mieux, je pense qu'elle sera pas loin de gagner le titre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et pour ajouter quelque chose sur Nafisa Collier, elle est même au niveau de l'esthétique, de l'élégance et de l'efficacité, il y a un truc chez elle qui est. Moi, je le savais parce qu'on la regarde depuis pas mal d'années quand même, mais la voir, je l'ai vue à Anvers avec Team USA contre plusieurs équipes, dont la Belgique notamment, et je l'ai trouvée incroyablement affûtée et incroyablement fluide techniquement, physiquement. Voilà, je l'ai trouvé hyper impressionnante et ça préfigurait déjà de ce qu'on allait voir ensuite, hein, que ce soit en Europe ou au JO aussi. Elle a été très forte, c'était une des meilleures joueuses de l'équipe également. Et, et là, ouais, je me demande justement si contre une équipe avec autant d'individualité et une telle force de frappe, est-ce qu'elle arrivera à être aussi dominante offensivement, aussi forte aussi en défense, parce que voilà, le match-up avec Breanna Stewart va être décisif, hein, je suis assez d'accord avec toi. Mais là, en tout cas, quoi qu'il advienne dans cette finale, je pense qu'elle a passé un cap et maintenant elle va être l'un des visages de la ligue. Après, elle est peut-être moins dans une recherche médiatique où c'est quelqu'un de discret qui est pas en recherche forcément de. Je dis pas ça pour aller contre celles qui sont plus le visage de la ligue, hein. Heureusement qu'il y a une A'ja Wilson qui est très expansive et qui veut être là où elle est. Mais voilà, t'as raison, il y a un côté anti-star qui va avec sa personnalité, mais par contre son jeu, c'est celui d'une superstar. Et quand on fera les rankings un peu individuels
simplement par jeu, hein, parce que c'est toujours amusant de classer aussi les joueuses. Ce sera plus très très loin du top, hein, ça c'est une certitude, alors que ces dernières années, entre A'ja Wilson et Brianna Stewart notamment, voilà, ça a été un peu comme ça avec Alyssa Thomas aussi évidemment. Mais voilà pour Nafisa Collier, qui est une joueuse peu connue du grand public, mais qui commence à être connue et qui mérite de l'être. Du côté de New York, pas facile de choisir, il y a quand même beaucoup de stars. On aurait très bien pu prendre Brianna Stewart, qui fait partie des usual suspects. Hein. Ça a été la meilleure joueuse du monde pendant des années de manière totalement indiscutable, tellement elle gagnait absolument tout ce qui passait devant elle. C'est toujours l'une des meilleures joueuses du monde, aucun doute là-dessus. Mais on a préféré se concentrer sur une joueuse qui évolue à un niveau exceptionnel depuis même le début de la saison, qui a fait une saison incroyable, qui a fait des playoffs de très très haut niveau et qui a un peu porté New York en termes de régularité aussi, avec, à l'exception d'un match contre Vegas, le match de la défaite où elle a manqué d'adresse, elle a été d'une adresse et d'une efficacité, d'une justesse impressionnante, c'est Sabrina Ionescu. Je parlais des visages de la Ligue, Sabrina Ionescu, depuis qu'elle est arrivée en WNBA, c'est l'un des visages, c'est l'une des joueuses médiatisées, elle est en plus sur le marché de New York qui est très important. Là, elle l'était déjà à la hauteur des attentes, hein, même si je pense que certains attendaient peut-être plus de sa part. Là, ça y est, je veux dire, là maintenant, si c'est pas la meilleure meneuse de la ligue, c'est l'une des deux, trois. Elle est d'un niveau incroyable et elle a ce côté leader, en tout cas au niveau vocal et présence physique, que n'a peut-être pas toujours Brianna Stewart, qui elle aussi au niveau de la personnalité est plus en retrait. Et cette saison, Sabrina Ionescu a passé un cap et je pense qu'elle sera là aussi absolument décisive et donc pour ça qu'on a voulu faire ce focus sur elle. Qu'est-ce que tu retiens toi de sa saison et de ce que tu as vu d'elle en play-off? C'est une joueuse que, tu le disais, on la regarde depuis la fac, quoi, depuis le début quasiment. On a vu ses évolutions, on a vu la machine à triple-double à l'université, la frustration de ne pas pouvoir gagner un titre avec Oregon à cause du Covid et tout ça. Comment tu l'as trouvé cette année et qu'est-ce que tu attends d'elle dans ces finales? Bah, ce que j'ai trouvé top, c'est que c'est enfin son équipe. Enfin, ça l'a été quand elle a été draftée, quand New York n'avait pas construit ce projet-là, mais quand elles ont accéléré l'année dernière avec l'avenue de toutes les stars, j'ai trouvé qu'on lui a enlevé le leadership de cette équipe et ce que tu disais, notamment un peu pour le donner à Breanna Stewart. Et encore une fois, Breanna Stewart, c'est une usine à basket. Je veux dire, c'est peut-être intrinsèquement, en termes de qualité, c'est peut-être la meilleure joueuse du monde, tu vois, actuellement. Mais par contre, c'est une joueuse aussi qui a beaucoup gagné, mais qui a toujours été aussi encadrée par Sue Bird à l'époque de Seattle, qui avait besoin, hein, en fait, qui n'était pas la leader vocale de vestiaire et tout, parce que comme tu disais, elle s'exprime déjà un petit peu moins. Et alors que Sabrina Ionescu, elle a toujours eu ça en elle. Moi, je me rappelle à la fac, elle avait déjà les chaussures Nike, elle prenait soin de ses coéquipières, elle assurait pour avoir la même chose qu'elle avait. Enfin, voilà, c'est des choses importantes et je suis content qu'elle ait enfin pris le leadership de l'équipe. Je suis aussi content qu'on l'ait sorti dans le rôle de shooteuse simplement qu'on lui avait mis l'année dernière. Et je sais que tout le monde, tous ceux qui suivent de loin ont l'impression en fait d'avoir que, tu vois, l'aspect qu'on court à 3 points avec Steph Curry, tout ça, shooteuse incroyable à 3 points. C'est une shooteuse incroyable à 3 points, mais c'est surtout une playmakeuse de haut niveau depuis tout jeune. Il faut savoir qu'on l'appelait Madame Triple-Double à la fac, hein. Elle enchaînait les triples-doubles les uns après les autres. Et là, non, elle est excellente. Elle a été excellente toute la saison. Si honnêtement, j'avais eu un trophée de MVP à donner à New York parce que c'était la meilleure équipe, c'est toujours dans les définitions. Si on le donne à la meilleure joueuse de la meilleure équipe, bah moi je l'aurais donné à Sabrina Ionescu. Même si Breanna Stewart a fait une bonne fin de saison, mais sur la régularité, ça a été elle. Et là, sur les playoffs, après, oui, il y a un match où elle passe à côté, mais c'est un match d'adresse, c'est une shooteuse extérieure. Forcément, sur une extérieure, ça peut arriver de ne pas mettre dedans. Et ce que je retiens dans ce match-là, c'est qu'elle ne prend que 7 tirs. Donc, elle a été capable aussi de voir qu'elle ne mettait pas dedans et de quand même libérer un petit peu plus le ballon. Et là, bon, sur les playoffs, pareil pour un petit point stat, hein, quand même. Donc, 21 points de moyenne, 5 rebonds, 5 passes, 49% au tir, 47% à 3 points, 95% au lancer franc. Bon, pour une joueuse hein, qui shoot autant, hein, pareil, hein, 7 tirs à 3 points par match, 45% d'adresse, 7 tirs sur 40 minutes, c'est assez énorme. Donc non, elle rayonne et elle gère super bien cette équipe. De toute façon, on a parlé tout à l'heure de Breanna Stewart, on pourrait parler d'autres, hein, parce que Betnal Jalani, c'est une bonne joueuse, Jonquel Jones, c'est une bonne joueuse. Mais New York n'existera pas si Sabrina n'est pas à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y aura pas de doute. Et je trouve en plus que cette année, elle a fait des vrais efforts défensifs, ce qui est quand même un peu son
voilà, sa faiblesse, hein, clairement, hein. Elle est régulièrement jouée en 1 contre 1 parce que, bah, voilà, c'est pas la joueuse la plus athlétique, du monde, quoi. Mais, je trouve qu'elle fait des efforts et ça, c'est quand même très, très intéressant. Je trouve, tu vois, il y a un parallèle, alors j'aime pas ça non plus, mais tu vois, un peu entre le début de carrière de Steph Curry et la fin de carrière où il est devenu un défenseur correct. Alors qu'au début de carrière, il était quand même un défenseur assez Ça, médiocre. ça lui fera plaisir Et à Sabrina Ionescu parce que voilà, ouais, parce on qu'il y sait à a une quel point ils se relation en connaissent, plus, ouais, voilà, ouais. ils se Je connaissent trouve très qu'il y bien. a cette, là pour le coup, voilà, c'est pas de les comparer, mais il y a cette démarche en fait. Elle a compris que, il fallait qu'elle devienne, tu vois, correcte en défense. C'est ce que je souhaiterais voir moi par exemple pour Caitlin Clark à l'avenir. Voilà, qu'elle comprenne ça aussi, Ouais. que c'est bien d'attaquer, c'est bien d'être très fort, d'être très adroit, mais à un moment il faut, si tu veux gagner des titres, il faut au moins être, pas une, voilà, pas la joueuse la plus, ciblée systématiquement en défense. Donc non, je la trouve, exceptionnelle et bah, voilà, il y a pas, enfin, il y a pas grand-chose à dire d'autre que si elle est à ce niveau-là, bon, bah, sans doute que oui, New York sera pas très loin, quoi. Après par contre, je pense que Minnesota a de quoi l'embêter, notamment avec Kayla McBride qui défend super bien, donc on va voir. Ça va être une match clé aussi celle-ci pour voir, justement qui va, si elle va arriver un peu à l'éteindre, ou en tout cas, on ne l'éteindra pas, je pense, mais au moins diminuer les pourcentages. C'est sûr que si Sabrina commence à shooter à 50% au tir et puis à 45% à 3 points, ça risque de se compliquer pour les Ça va Lynx, être quoi. compliqué, ouais. Ouais. Kayla McBride peut être peut-être l'un des facteurs X de cette série. Est-ce que tu vois d'un côté ou de l'autre des joueuses qui peuvent faire un peu basculer voilà, le sort de cette série Moi, j'avais noté comme ça, enfin, pour New York, je pense toujours à Jonquel Jones parce que Ouais, bah, c'est clair. pareil, les gens ne se rendent peut-être pas de compte, mais c'était une joueuse ultra dominante avec Connecticut. Sa saison MVP, c'est incroyable. Une intérieure qui est capable de s'écarter, qui est physiquement dominante. Bref, une joueuse exceptionnelle et qui a reculé un peu dans la hiérarchie en arrivant à New York par la force des choses. Et qui, ponctuellement, si elle est utilisée comme une intérieure dominante, peut rouler sur une équipe sur des séquences de 10 minutes et tu peux absolument rien faire. Donc je me dis, c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, et ce qui fait que quand même dans mon esprit, New York part quand même avec un temps d'avance, c'est cette capacité à pouvoir alterner, avoir des options différentes en fait d'un moment à l'autre ou d'un match à l'autre. Et Jonquel Jones pour moi peut être un de ces facteurs X. Est-ce que tu en as d'autres en tête, toi, d'un côté ou de l'autre dans cette série? Ouais, bah, bon, j'avais Jonquel notamment dans la capacité à dominer au rebond. Les Lynx sont une équipe qui joue vraiment un peu sans poste 5, hein. Alors, elles ont des grandes joueuses, mais c'est pas vraiment. Voilà, elle peut faire un gros chantier au rebond. Et si elle fait un gros chantier au rebond, même sans mettre beaucoup de points, si elle prend beaucoup, beaucoup de rebonds et qu'elle domine au rebond, ça peut être un facteur très, très clé de la finale. Après, côté Lynx, moi, je pense qu'il y a une joueuse, et c'est pas une star du tout, mais je pense que c'est elle qui sera un des facteurs hyper importants, c'est Bridget Carton. Donc c'est une Canadienne, hein, qui a joué avec l'équipe du Canada d'ailleurs au JO et qui a été excellente cette année, qui a énormément progressé notamment au tir et je pense, voilà, c'est un peu le profil du trendy, hein, donc voilà, je rentre des trois et je mets et je défends. Et si elle met ses 3 points, parce qu'elle aura des 3 points ouverts vu le fait que la défense de New York va se focaliser sur Nafisa Collier, va se focaliser comme tu disais sur Courtney Williams, sur Kayla McBride, qui sont des joueuses, voilà, plus forte offensivement. Donc elle aura des tirs ouverts. Je pense que si elle met ses tirs ouverts, euh, New York va être en très très grande difficulté. Donc c'est pas une joueuse majeure, mais comme souvent dans les séries, voilà, comme ça de matchs, bah, c'est des fois les joueurs, les role players qui des fois font la bascule, quoi, qui peuvent faire la bascule parce que les stars, je pense qu'elles seront toujours à peu près au rendez-vous. Alors après, il peut y avoir un match manqué, mais globalement, je pense qu'elles seront au rendez-vous. Par contre, ça peut se faire là. Donc moi je mettrais Jonquel Jones d'un côté, alors même si c'est pas une role player, mais dans ce cas-là, pour sa capacité au rebond, et je mettrais Bridget Carton pour sa capacité à mettre des 3 points. Si elle met les 3 points, Bien vu pour Bridget Carlton, ouais, je pense aussi que son adresse peut changer les choses. J'aurais aimé mettre dans les Factor X Olivia Epupa qui va être la française présente dans ces finales. Bon, elle entre pas vraiment en jeu pour l'instant. Après, on sait jamais. Les grands coachs parfois préparent des surprises et puis elle peut rentrer pour des missions défensives, par exemple, comme elle l'a déjà fait par le ah, passé. pour enquiquiner Sabrina Ionescu, par Moi, je exemple, trouverais sur ça 5-6 intéressant. minutes. Non, Ouais. mais elle jouera pas, faut pas se tromper, elle jouera pas 25 minutes, je pense pas. Cheryl Reeve va pas changer sa rotation comme ça d'un seul coup. Mais par contre, sur 4-5 minutes, quand t'as une joueuse comme Sabrina qui peut être tu vois,
tout mettre. À un moment, Olivia, elle a la capacité. Je veux dire, faut se la coltiner quand on l'a sur le dos, quoi. Donc, en plus, ça a un gabarit beaucoup plus petit que Sabrina, donc elle va la gêner parce que elle va pouvoir mettre les mains un peu partout, un peu basse, aller lui chercher des ballons. Donc, ça pourrait être intéressant. On verra, mais en tout cas, l'avantage d'Olivia, c'est que c'est comme Cecilia Zandalazini aussi, qui est une joueuse européenne référencée, qui est sur le banc de Minnesota, c'est que c'est des joueuses c'est pas des jeunes joueuses, c'est des joueuses expérimentées d'Europe qui ont l'habitude de jouer des finales d'Euro basket, enfin de choses comme ça. Donc des finales d'Euroleague ou des finales de Coupe d'Europe. Donc elles seront pas bouffées par la pression et autres. C'est des joueuses expérimentées qui ont déjà un peu d'âge. Donc si tu les envoies 5-6 minutes, ça peut faire le job. Et donc ça pourrait être aussi des facteurs importants de la rotation. On n'a pas trop parlé des bancs. Les deux bancs sont assez bons aussi. Donc il y a de la profondeur des deux côtés, même si je pense que celui-là de New York est un peu meilleur. Mais il fait le job, celui-là de Minnesota aussi. Et on l'a vu d'ailleurs contre le Sun. Elles ont souvent impacté sur les joueuses du banc, quoi. Ouais, tu parlais d'Olivia, j'en profite pour rappeler que le MOOC Small, auquel Olivia Epoupa a participé parmi tant d'autres, est disponible en précommande sur le site sur Basket Session, et on espère voir Olivia évidemment participer à ces finales, même si je sais de sources sûres qu'elle est déjà très contente d'être là et de participer à l'aventure des Minnesota Lynx. On va passer au pronostic, Gis. On va se mouiller, on va essayer de se mouiller. C'est pas mon fort, tu le sais bien. T'es un peu plus pertinent en général, en plus t'aimes bien prendre quelques risques. Je vais commencer avec mon pronostic pour te laisser ensuite le dernier mot, puisque c'est celui qu'il faudra écouter si vous nous écoutez. Si vous pariez, écoutez plutôt Gis que moi. Moi, je vais opter pour une victoire de New York, 3-1, mais un 3-1 serré avec un match où New York sera vraiment en difficulté, je pense, mais arrivera quand même à prendre le dessus. Donc je vois New York l'emporter 3-1 et fêter le premier titre de champion de l'histoire de la franchise. Est-ce que tu vois quelque chose de différent, Gis ? Ouais, c'est compliqué. Pour moi, les équipes, elles sont proches. Comme on disait, ça va dépendre de plein de facteurs, de qui va dominer rebond, qui va mettre les adresses, etc., comme souvent. Moi, je vais partir à l'inverse. Je vais partir sur un 3-2 Minnesota. Je pense que c'est la pire match-up de la saison pour New York. Parce que, comme je disais, c'est une équipe qui défend tellement bien et qui est capable de tenir le rythme offensif. Et je veux voir... je ne serais pas étonné que New York se tape la tête contre les murs sur la défense de Minnesota. Il y a un autre point aussi. Il y a pour moi un avantage significatif au coaching. Je pense que Cheryl Reeve est une coach qui est beaucoup plus capable de lire le jeu en cours de rencontre que l'est Sandy Brandello. Sandy Brandello est une bonne coach pour mettre un plan de jeu en place. Je trouve qu'elle l'a bien fait dans ses playoffs. Par contre, on l'a vu là, notamment dans le dernier match contre Vegas, sur les rotations, quand John Collins prend sa 3e faute, elle la sort pas. Du coup, elle prend la 4e. Puis après, elle est en kikiné avec les fautes. Il y a eu des problèmes aussi de switch défensif qu'elle n'a pas corrigé. Je trouve qu'il y a un petit avantage. Je sais que Cheryl Reeve, elle a l'expérience aussi. 4 titres, 6 finales avec le Lynx. Voilà, c'est la 7e finale qu'elle va faire, WNBA quand même, Cheryl Reeve. Donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà, et en plus, ce qui me ferait plaisir, c'est un peu pour le côté historique. Je trouve que Minnesota, qui gagnerait le titre l'année où elles ont retiré le maillot de Mayamour, je trouverais que ça serait quand même... parce qu'elles ont pu gagner, en fait, tu l'as dit au début de la vidéo, depuis que Mayamour est partie, en fait. C'est simple. Ça montrerait qu'elles sont capables... Elles ne gagnaient pas avant, elle est arrivée, elles ont gagné, elle est partie, elles ont pu gagner. Ça montrerait que la franchise peut survivre justement à toutes ces légendes qui sont parties petit à petit, parce qu'il n'y avait pas que Mayamour, c'est forcément le visage de la franchise pendant des années, mais ce serait incroyable. Ce serait comme si les Spurs avaient été champions. Je fais beaucoup l'analogie, désolé. Moi non plus, je suis pas fan toujours des analogies entre basket, entre NBA et WNBA. Les analogies, ça va, c'est les comparaisons. Ouais, c'est ça. Là, pour l'analogie, les Spurs qui gagnent le titre sans Duncan, Ginobili ou Parker, ça aurait été surprenant. Donc il y a eu Kawhi après. Ça aurait été, si Kawhi était resté et qu'il avait gagné, Kawhi c'est Nafisa Collier, si vous voulez, dans mon analogie. Mais
Alors, ton pronostic va en surprendre plus d'un, je pense, parce que beaucoup de gens voient New York l'emporter facilement. Mais écoute, moi, ton issue, elle me plaît bien. En tout cas, le fait qu'il y ait 5 matchs, je suis toujours preneur parce que on est toujours parfois un peu frustré en fin de saison de WNBA parce que il y a moins de matchs forcément, il y a 40 matchs et puis les séries sont plus courtes aussi. Donc on ressort un peu frustré. Donc plus on prend de basket féminin, plus on est content. Donc je souhaite qu'il y ait 5 matchs. Après pour l'issue, écoute, si les Lynx sont championnes, ce sera top. Si le Liberty l'emporte, je serai content aussi pour cette franchise et puis on verra en tout cas que regardez les matchs autant que vous pouvez. Ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi et après ça s'enchaîne et ça s'enchaîne très très vite en fait. C'est 2 équipes qui le méritent de toute façon. Vu leur saison, il n'y aura pas de vol d'un côté ou de l'autre. En termes, les 2 équipes le méritent quoi. Absolument. Clairement. Gis, on peut te retrouver la plupart du temps les jeudis dans le live Twitch de Swish Swish, sur le site de Swish Swish pour écrire des articles, des analyses, des retours sur les matchs, dans les podcasts aussi qu'on fait parfois ensemble, le dimanche dans le Swish Brunch. Bref, si vous en voulez plus sur le basket féminin, sur la WNBA aussi, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube et sur le site de Swish Swish. Gis, toi, si je ne dis pas de bêtises, tu seras du côté de Bourges ce soir pour regarder une affiche entre Bourges et Mersin avec le retour de Marine Johannes du côté de Bourges. Et Diliana Rupert, entre autres. Des anciennes joueuses de l'équipe. Donc on te souhaite un très bon match. N'hésitez pas à regarder ça aussi parce que le niveau est quand même toujours très bon aussi en Coupe d'Europe. Je le dirai jamais assez, mais regardez le basket féminin autant que vous pouvez, français, européen, américain. Et suivez les finales de WNBA dont on vous fera à chaque fois un petit compte rendu, un petit point après chaque rencontre. Gis, merci beaucoup et à très vite. Ouais, à plus. Ciao. Salut à tous. The game is out there, and it's either play or get played.